Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. À l'heure où on enregistre cet épisode, on s'approche de la Saint-Valentin, c'est à la fin de la semaine. Et comme toutes les années, il y a beaucoup de performances sur les réseaux sociaux, de comment est-ce qu'on se met en scène, comment est-ce qu'on montre qu'on est aimé, ou comment est-ce qu'on montre qu'on est une bonne personne parce qu'on est attentive à l'autre. Et de la même manière qu'on performe l'amour sur les réseaux sociaux, avec Céline, on pense que on peut aussi performer l'amitié sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a décidé d'en faire le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, avant toute chose, je pense que c'est une bonne idée qu'on démarre, sur une petite définition. Donc on a réfléchi à ce que ça voulait dire pour nous, performer l'amitié. Et performer, bon, en fait, c'est un mot qui entre dans la langue française, en ce moment, mais qui est pas tout à fait encore, toujours accepté. Ça reste un anglicisme et donc dans ce terme de performer, on a, 2 idées. L'idée de performance qu'on voit déjà bien en français, hein, donc l'idée d'une réussite, d'une part, mais aussi l'idée de mettre en scène, se mettre en scène, se représenter ou incarner quelque chose. Donc nous, si on se met à la croisée de ces 2 acceptions, ce qu'on entend, c'est que quand on performe l'amitié, on, se donne à voir dans une situation qui va être valorisée socialement, donc dans une situation dans laquelle on a l'air d'avoir, par exemple, tout un tas d'amis, mais c'est une manière de performer l'amitié. Bon, l'idée de performer, quelque chose, c'est un terme qu'on retrouve en sociologie et en fouillant un petit peu, je suis tombée sur un appel à contribution pour une, revue scientifique, en art contemporain qui s'appelle, Déméter et donc pour cet appel à contribution qui était écrit par, Géraldine Sfez et Sarah Trochet, on trouve une définition de ce que c'est que performer le bonheur et donc d'après ces 2 chercheuses, performer le bonheur, c'est, je cite: «Tendre vers sa mise en image qui le réalise tout en le fictionnalisant et à laquelle on adhère sans y croire totalement». Donc, autrement dit, performer le bonheur pour elles, c'est avoir envie de se mettre soi-même en scène, en train de vivre, le bonheur et en se mettant en scène, quelque part, on raconte une histoire de soi qui vit du bonheur et donc là, on revient vraiment complètement sur le sujet des réseaux sociaux qui, du coup, on voit bien pourquoi c'est une plateforme complètement, propice à au fait de performer, à la performance de l'amitié. Rien que ouvrir un compte sur un réseau social ou même dans notre débrief, on a aussi parlé de ce qui pour nous était le début de notre vie sur Internet, à savoir les blogs. Le concept du blog, c'était une plateforme pour raconter son journal de vie, son journal intime en ligne. Donc évidemment que le protagoniste ou la protagoniste principale, c'est soi-même. Et pour moi, c'est les premières déclarations publiques et en même temps un peu private joke dont je peux me rappeler, ce sont des articles de blog qui déclarent la flamme de l'amitié qui brûle pour tel ou tel ami qui est si spécial à nos yeux. Et ouvrir une page Instagram ou un compte TikTok, c'est aussi se mettre en scène de la même manière. Ouais, tu penses par exemple aux fois où, tu vas poster, où on poste une photo de toi, ou tu postes une photo de toi avec des amis et puis c'est l'occasion, de dire à cet ami, «Tu es fabuleux, je t'adore» et machin? Oui, alors moi je pense en plus à des déclarations avec, beaucoup de caractères spéciaux, des 3 à la place des E et des 4 à la place des A, donc tout un langage assez particulier, mais qui correspond à des codes. Finalement, même faire ces déclarations, c'est correspondre à des codes de l'amitié. Est-ce que tu crois que c'est une manière de, représenter l'amitié ou une manière de coller à ce qu'on pense être l'amitié? Ou bien de se rassurer, genre, d'attendre de l'amour en retour, tu vois? Parce qu'il y avait peut-être ça aussi, quand tu faisais une déclaration à quelqu'un sur les réseaux, le but c'était aussi de recevoir un commentaire, ou d'en recevoir toi aussi
en échange des déclarations, d'amour? Alors, je pense qu'il y a un petit peu de quelque chose de l'ordre de correspondre à une image de l'amitié, mais je pense aussi qu'il y a plus, ça participe à créer une image idéalisée de l'amitié. Tu vois? Comme si, la déclaration publique sur ton blog ou sur, TikTok, Instagram, ça fait partie d'une étape de l'amitié. Ça veut dire qu'on est particulièrement proches et pour ce qui est de recevoir de l'amour en retour, probablement de manière un peu inconsciente. Mais je sais que dans les, situations où je me suis retrouvée, où des personnes se mettaient en scène avec moi, nous mettaient en scène avec, photos, sur, les différentes plateformes et éventuellement, petites légendes un peu presque inspirantes. Plus souvent qu'autre chose, finalement, c'était des personnes avec lesquelles j'étais pas si proche et donc est-ce qu'il y avait une volonté de leur part que je réponde la même chose? Probablement un peu, mais en tout cas, ce qui est assez clair, c'est que et bah, je me sentais obligée de faire une mise en scène de l'amitié que je ressentais pour elle. Je sais pas si c'est très clair, mais par exemple, si à l'époque de Facebook, une de ces personnes qui était une de mes copines, hein, entendons-nous bien, on n'était pas en mauvais termes, loin de là, mais on n'était juste pas très proches. Si elle me mettait sur mon mur Facebook, «Tu me manques», avec un cœur. C'est un peu mal vu et malvenu de pas répondre ou de répondre avec un pouce. Horrible le pouce. Donc je me sentais obligée de répondre un: «Tu me manques aussi», même si c'était pas sincère. Moi, j'ai déjà reçu dans un message privé d'une personne que je considérais à ce moment-là comme plutôt une amie. J'avais envoyé en message privé: «Tu me manques» et elle a répondu un sourire et: «Ça va?» Ça Oui, pique donc très alors fort! Mais effectivement, du coup, quand c'est visible, à la vue de tous, ça doit être d'autant plus douloureux, je pense, parce que là, tu as un effet un peu, d'humiliation presque, tu vois? Et puis ça dit aussi quelque chose de nous, c'est qu'on a envie de donner à voir qu'on manque aux autres aussi, qu'on a des amis auxquels on manque, tu vois? Et pas ce truc de genre, moi, elle me manque, mais je ne lui manque pas, tu vois? On n'a pas envie que ça, ce soit public. Mais je sais pas si tu voulais rajouter un truc, mais j'ai une petite hypothèse, sur ces amis qui ont parfois posté des photos de toi avec eux, elles, quand toi tu te sentais pas si proche d'elles. Parce que moi, j'ai fait ça, personnellement. Je l'ai d'accord, très fait bien. Eh bien, raconte-nous ton expérience, j'ai testé pour vous. j'ai été cette personne. Je pense à un, post en particulier que j'ai fait sur un blog, je pense que j'étais au collège et à cette époque-là, j'ai écrit un post sur une personne avec laquelle j'étais pas si amie, en fait, mais moi je l'estimais quand même beaucoup, mais je me rendais bien compte qu'on n'était pas si amis que ça et c'était vraiment une grosse déclat où j'expliquais à quel point, j'admirais cette personne. Donc ça a dû être cringe puissance cringe et en fait, il y avait cette idée de recevoir un «moi aussi je t'adore» ou je sais pas quoi en retour. Mais par contre, si je suis 100 honnête aujourd'hui, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est que pour moi, cette fille, elle représentait, quelque chose que je trouvais vraiment cool. Elle était une image de du cool, ou une image d'une personne que j'aurais aimé être. Il y avait quelque chose dans ce genre-là et du coup, lui faire cette déclat, c'était comme dire: «Ben, vous voyez, on se connaît un peu» et donc c'était m'associer à sa coolitude d'une certaine manière. Oui, ça, je peux tout à fait le voir. Donc il est possible que cette personne, elle t'ait trouvé cool et que du coup, c'était aussi positif pour elle, tu vois? De prendre un peu de ta coolitude sur son mur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Personnellement, avec du recul, je me dis que c'est ce qui s'est passé dans ma tête à cette époque. Évidemment, c'était pas conscientisé comme ça. Il y avait des petites choses un peu conscientisées, mais pas à ce point, quoi. Voilà, c'était l'instant honnête qui fait mal! Oui, c'est vachement intéressant d'avoir l'autre perspective. Moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles, je le faisais assez peu, c'est parce que j'aime pas particulièrement de mettre ma tête sur l'internet mondial, mais c'est mon frein principal parce que sinon, j'aurais probablement versé dans le même type de déclaration et ça va sans dire, mais on va le dire quand même, que dans cet épisode, comme dans aucun des autres épisodes de notre podcast, il y a de jugement sur ces comportements et avoir fait ça ou ne pas l'avoir fait parce que, on a tous fait des choses tous et toutes fait des choses de cet ordre-là et qu'on les prend à titre d'exemple pour, un petit peu les décortiquer et maintenant qu'on a du recul sur ces choses-là, qu'est-ce qu'on en pense? Mais, jamais pour juger ou pour trouver ça nul. Les seules choses qu'on trouve cringe, c'est ce que nous on a fait. Voilà. Oui, l'idée, c'est vraiment de voir ce qui nous habite aussi dans nos relations amicales, quoi. Dans la définition que je lisais tout à l'heure sur performer le bonheur, il y avait ce morceau de phrase qui m'intéresse, c'est, s une image à laquelle on adhère sans y croire totalement.
Je pense que lié à cette image, on peut voir beaucoup de manières de se représenter, sur les réseaux sociaux en amitié. Notamment, le fait qu'on se représente, avec nos amis, dans des situations ultra positives et le fait que du coup, bah, on montre qu'une seule image de l'amitié, quand on se montre dans nos situations, de sociabilisation, ben, quelque part, on invisibilise aussi tous les moments où en fait, on est seul chez soi, on n'a pas envie de sortir, où on se sent seul chez soi. On peut donner l'impression d'hyper sociabiliser alors qu'en fait, notre vie sociale est pas si développée et les personnes qui suivent nos comptes peuvent, parfois du coup se sentir, elles-mêmes seules si elles nous voient tout le temps en représentation avec des amis. Et puis dans cette histoire de performer l'amitié aussi, je me posais la question d'avoir besoin à chaque fois qu'on a des relations sociales, de les mettre en ligne. C'est, un comportement que j'ai déjà remarqué et qui m'est aussi arrivé, parfois d'adopter. Mais, tu sais vraiment ce réflexe presque de tu es en train de voir des gens, tu immortalises, tu prends une photo et cette photo tu pourrais la prendre, pour la garder pour toi, pour documenter plus tard, où tu te dis: «Bah, ouais, c'était trop bien quand on a fait ça», tu vois? Te rappeler des souvenirs. Mais tu te sens obligé ou quelqu'un ou la personne avec laquelle tu sociabilises se sent obligée aussi de partager en ligne. Parfois, ça me donne l'impression un petit peu que, pour certaines personnes, c'est comme si le moment de sociabilisation, n'est pas posté, ben, il n'existait pas. Oui, c'est un truc, que moi je connais aussi sur la culture de l'internet mondial sous, pics or it didn't happen, donc des photos ou sinon ça s'est pas passé. Et ce que tu racontais là, ça m'a fait penser, à des paroles de chansons d'Angèle. Donc dans, les paroles de La Thune, elle dit: «Bouger leur cul le temps d'un verre, photo sur Insta c'est obligé, sinon au fond à quoi ça sert si c'est même pas pour leur montrer?» Ça rentre quand même De assez ouf! bien dans ce que tu racontais, ouais. Vu qu'on parle des réseaux sociaux et de performer l'amitié slash, se mettre en scène aussi avec ses amis, ça me fait penser aux relations parasociales. Par parasocial, j'entends un type de relation sociale qui est à sens unique, donc dont on peut faire l'expérience avec une personnalité publique ou un personnage de fiction. Mais oui, du coup, il y a pas cet aspect réciproque, qu'on peut avoir dans une amitié, ou dans une relation où on est en interaction des 2 côtés. Dans des cas de figure, donc de personnes qui sont vraiment influenceuses, qui ont une très grosse audience, à partir du moment où tu fais rentrer tes amis dans ton contenu, dans tes stories, dans la vie que tu mets en scène sur les réseaux, et bien finalement tu impliques tes amis dans tout ça, au point aussi que de la même manière que les gens sont toujours très intéressés par savoir qui a rompu, est-ce que vous êtes toujours ensemble, pourquoi vous êtes plus ensemble, et ben il y a un peu ce même intérêt pour les amitiés, tu sais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes plus ensemble? J'ai 2 exemples qui me viennent en tête, finalement assez opposés. Il y en a une, c'est Enjoy Phoenix. Et ben les amis, chez elle, ça a toujours fluctué et ça a été suspicieux. Genre, on lui reprochait le fait que, elle ait pas d'amis de longue date Dur. dans son contenu. Donc c'était un reproche qui lui était fait, du type, «Tu es pas fiable», enfin, elle paraissait pas fiable aux yeux de ses abonnés à cause de ça? Ou des pas forcément ses abonnés, mais les personnes extérieures, j'imagine plutôt qui regardent son contenu de temps en temps pour des raisons, plus négatives? Oui, c'est ça. Alors je crois qu'en effet, ses abonnés, je les connais pas, mais je crois qu'eux, eux et elles, ils se faisaient pas trop de soucis, mais aux yeux du public, de manière générale, c'était suspicieux. Ça traduisait quelque chose d'elle que les gens ne restent pas assez longtemps dans sa vie, tu vois? Alors qu'en plus, je veux dire, dans son cas à elle, c'est une influenceuse avec du contenu très, très contrôlé, très curaté et on ne voit pas tout, Bien tu sûr, ouais. vois? Et je pense finalement à un petit peu l'opposé, l'apogée de la mise en scène sur les réseaux sociaux de l'amitié, avec tout le respect que je peux avoir pour elle, mais Léna Situation, elle met énormément en scène sa vie avec ses amis. Ses amis font vraiment partie du paysage, de sa vie et je pense que si du jour au lendemain, il y avait un bif avec quelqu'un et que, cette personne disparaissait, et ben je pense que les gens s'intéresseraient à la raison de pourquoi est-ce que cette personne n'est plus dans ta vie, de la même manière que les gens s'intéresseraient à pourquoi est-ce que Roger et Rogette sont plus ensemble, tu vois? Est-ce que tu crois que ça participe à son image un peu de sympathie du coup, à Lena Situation? Absolument. Mmh. Parce que, les moments qu'elle choisit de publier sur les réseaux, ça veut absolument pas dire qu'ils sont faux et qu'ils sont pas sincères.
mais ce sont des moments justement où ils rigolent, où ils passent des bons moments ensemble. C'est que du positif et c'est que des choses qui sont vues de manière positive socialement. On se dit, ah, elle est sociable, elle est attachante, elle est cool, elle est aimée, elle a plein d'amis, elle aime aussi, puisqu'il y a aussi, il me semble, je suis pas experte, mais il me semble qu'il y a justement des moments où elle montre comment est-ce que avec ses amis, ils vont en voyage, comment est-ce que grâce à aussi sa notoriété, bah, ses amis, enfin, elle embarque ses amis avec elle, tu vois, son grand cœur, ce qui est certes généreux de sa part, mais on peut pas non plus faire comme si montrer chaque acte de générosité sur les réseaux sociaux, c'était vraiment juste par grandeur d'âme, quoi. Ça a souvent un retour qui est positif aussi. Mais en fait, je pense que dans cet épisode, la question de la sincérité, on peut quelque part l'évacuer au sens où enfin, pas complètement l'évacuer évidemment, mais au sens où il s'agit pas ici de se questionner si quand on se met en scène, quand on performe l'amitié, on n'est pas vraiment en train de vivre un chouette moment. A priori, évidemment qu'on vit quand même un chouette moment, tu vois? On n'est pas en train de se mettre en scène à ce point non plus, au point de mentir sur, ce moment qu'on est en train de vivre. Mais, la question, c'est plus de, qu'est-ce que ça provoque en nous et qu'est-ce que ça provoque, pour les personnes qui le reçoivent, qui perçoivent aussi, cette manière de performer l'amitié et quelles sont les conséquences aussi parfois sur nos relations, en fait. Au sujet des relations parasociales, tu vois, je me dis, même sans aller sur, les personnes qui sont connues, les influenceurs et cetera. On a aussi des formes de relations parasociales qui se créent par notre manière de performer l'amitié, au sens où, à force de te parler de tel ami ou tel autre ami, à force que tu me vois en photo aussi avec tel ami ou tel autre ami, parfois tu peux même demander des nouvelles des amis de tes amis, tu vois? Genre, «Bah, comment elle va bidule, tu l'as vue dernièrement?» et en fait, tu l'as jamais rencontrée cette personne, tu vois? Et moi, par exemple, j'ai vécu un truc assez amusant il y a quelques mois. J'étais, à l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie et j'ai rencontré, sa meilleure amie d'enfance, on peut dire et on était toutes les 2 persuadées de s'être déjà rencontrées et on s'est comme inventé un truc, je sais à ce jour, je ne sais toujours pas si je l'ai vraiment rencontré ou non, mais notre amie commune nous a juré que non et nous on était là: «Mais si, dans une voiture», on a essayé de trouver des situations. Bon, en fait, a priori, l'explication la plus probable, c'est qu'on s'est vraiment beaucoup vues mutuellement en photo, sur les réseaux sociaux aussi et qu'on a beaucoup entendu parler l'une de l'autre et donc voilà, on est persuadées de se connaître, en fait. C'est assez particulier, je trouve, en termes de réseau vraiment que ça crée aussi, de réseau amical, tu vois? Alors là, on parle beaucoup des réseaux sociaux, des blogs et compagnie, mais on n'a pas attendu l'internet pour être dans la représentation, hein, et dans la performance au niveau de l'amitié. Les millennials et les enfants des années 90 se souviennent peut-être des cahiers ou des carnets de l'amitié, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais donc pour la description du produit, pour celles et ceux qui ne sont pas familières avec l'objet. Il s'agissait donc d'un carnet qui était, imprimé, qui était pré-rempli avec, c'était une double page par ami, avec une petite place pour une photo. Et puis, donc tout un tas d'éléments à remplir, donc nom, prénom, adresse. Et puis après, on passait à des trucs un petit peu plus, un petit peu plus en termes de personnalité. En le disant, je me dis non, mais ton plat préféré, ta couleur préférée, bon, des choses qui, Comment on s'est rencontrés? voilà, des choses qui à l'époque avaient beaucoup d'importance et donc en fait, c'était donc une double page par personne et c'était un nombre pas non plus, affolant de pages. Donc en fait, si ton cahier d'amitié, il était rempli, ça voulait dire que tu avais plein d'amis. En tout cas, ça voulait surtout dire que tu avais trouvé plein de personnes qui étaient prêtes à le remplir. À quel point est-ce que vous étiez amis? Voilà, mais c'était déjà un peu, ça voulait dire quelque chose de toi, tu vois? Moi, je me souviens aussi à l'époque d'avoir reçu parfois des cahiers d'amitié de personnes que j'appréciais sans plus, qui étaient dans ma classe et voilà et que je remplissais alors qu'on n'était pas vraiment amis et d'avoir un peu jugé le fait qu'il y avait peu de pages de remplis, tu vois? Genre je le faisais et j'étais là genre: «Allez hop, je vais lui remplir son cahier d'amitié». Mais tu vois, il y avait un jugement déjà de ma part parce que bon, on en a déjà parlé quand on a parlé des amitiés d'enfance, mais elles peuvent être, cruelles, hein, aussi.
et ouais, il y avait des moments où en regardant ses cahiers, j'étais là genre: «Bah, i son truc, il y a personne dedans, quoi». Bah, tu vois, là, de parler de son truc, il y a personne dedans, enfin de parler d'éléments visuels avec lesquels tu comprends tout de suite si une personne a plus ou moins d'amis. Toi, je sais que tu avais un jean, genre comme dans 4 filles, un jean que tu partageais avec tes potes. Non, c'était mon jean à moi, c'était mon jean à moi. Ah, c'était ton jean à toi, Mais on pardon. écrivait dessus. Mais sur lequel elles avaient écrit, Ouais. voilà. Et ben, un peu dans la même veine, mais à la fin du collège, donc à la fin de la 3e, je me souviens qu'avec plusieurs amis, on a acheté des t-shirts tout blancs et on avait acheté, tu sais, des stylos exprès pour écrire sur les textiles. Tout le monde avait écrit plus ou moins un petit mot sur ton t-shirt, machin. J'y pense dans le contexte de performer l'amitié parce que plus il y a de personnes qui ont écrit sur ton t-shirt, plus ça veut dire que tu es une personne sociable. Pas nécessairement que ce sont tous tes amis, mais ce que ça veut dire de toi, c'est que tu es bien intégré. Et puis je pense que la continuité de ça, c'était aussi les agendas, au collège, qui pouvaient être plus ou moins remplis de petits mots, des copines et enfin mais il y avait de ça aussi, tu vois? Quand une copine, elle prenait ton agenda, bah, tu étais un petit peu flattée et puis en même temps, tu savais qu'elle allait aussi voir les autres mots. Enfin, moi, je pensais pas à ça quand une copine prenait mon agenda, mais je pense que ça se jouait quand même. Ces petits mots, ils participaient aussi beaucoup à cristalliser un peu notre amitié, tu sais, pour, comme quelque chose d'un peu spécial, quoi. Et puis ouais, se montrer comme ayant des amis et aussi se rassurer soi-même quant au fait qu'on a des amis d'une part et quant au fait que cette amitié est spéciale comme tu le dis, ouais, d'autre part. Je retrouvais ça aussi avec, le fait, d'avoir un groupe d'amis. J'en ai déjà parlé, dans l'épisode sur les groupes d'amis d'ailleurs je crois. Mais mais Alors? j'avais vraiment un groupe qui était un petit peu exclusif en fait au collège. C'était pas un petit peu exclusif, qui était officiellement exclusif parce qu'on avait quand même un nom qui était fait de nos initiales, donc personne pouvait rentrer sans qu'on change le nom du groupe, tu vois? Enfin, le fait que ce groupe soit exclusif, je crois que ça crée une audience. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont hors de ce groupe, quelque part, elles voient l'existence de ce groupe, même si c'était pas pensé comme ça, encore une fois, bah, c'est un fait. Il y avait de ça et je pense que, les groupes d'amis et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on les discrédite sans cesse et on les critique sans cesse. Ils sont liés à cette idée de performance de l'amitié, alors qu'ils peuvent être, basés sur, des sentiments tout à fait honnêtes. Mais ils sont liés à cette performance, aussi de l'amitié, je pense. Parce qu'on identifie un groupe, heu, comme: «Ah bah ça, c'est le groupe de Céline et ses copines», tu vois? Et ça veut tout de suite dire quelque chose de toi. Ça veut dire déjà que vous entendiez assez bien pour constituer un groupe. Et puis ce côté, on est plus fort ensemble, en tout cas on est plus fort en groupe que tout seul. On en parlait justement dans les groupes d'amis, mais c'est aussi source de fantasmes, ces groupes d'amis, dans les séries et dans les films. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel j'ai aspiré, avoir un groupe d'amis, tu sais, identifié et identifiable par les autres, tu vois. Bah, c'est un point hyper important que tu fais là et je pense qu'en fait, c'est même, une transition vers un autre point qu'il faudrait qu'on aborde, qui est, le fait que à force de se représenter, soi-même, hein, à force de performer l'amitié et ben, en fait, on crée des scripts, on nourrit des scripts et en même temps, bah, pourquoi est-ce qu'on se représente? Mais parce qu'on est soi-même déjà nourri de scripts. Donc finalement, ça va créer une boucle sans fin, une boucle infinie parce que j'ai besoin de me représenter parce que moi-même, j'ai regardé des séries dans lesquelles, j'ai vu que c'est important d'avoir des amis et en même temps, bah, en me représentant, je contribue à créer ce besoin pour les autres de se représenter et ça a un nom, la performativité. Ça a été théorisé dans la sociologie par, une personne qui est assez connue dans les milieux, militants féministes puisque c'est Judith Butler. Judith Butler qui a écrit en 1990, pardon, un livre qui s'appelle, Gender Trouble, dans lequel elle théorise la notion de performativité en lien avec le genre. Donc en fait, ce qu'elle explique, c'est que, à force de répéter des discours et des actes, toujours les mêmes, ces discours et ces actes ne se contentent plus de refléter une réalité, mais ils contribuent à construire activement cette réalité. Donc elle applique ça à des théories sur le genre, hein, et du coup, elle explique que, la performativité du genre féminin, je dis n'importe quoi, avoir, des longs cheveux lisses, porter des jupes, être féminine, hein, je mets des guillemets dans les airs évidemment, ça va créer une image de la femme à laquelle on a besoin d'adhérer et en y adhérant,
et ben, on contribue à propager cette image. Donc voilà, on retrouve cette boucle sans fin, la performativité. Et du coup, si on l'applique à nos amitiés et à la performance de l'amitié, ben, on peut se dire en fait que a priori, il doit exister des scripts de l'amitié, des choses qui sont propagées partout et auxquelles on a envie de coller ou besoin de coller. Je sais pas si tu as envie qu'on essaye de brainstormer, de trouver quelques scripts ou si tu en as déjà en tête? Alors moi, je suis chaude pour le brainstorm. Spontanément, j'en aurais un, bah, c'est du coup la déclaration d'amour publique, sur les réseaux. Ça, pour moi, c'est un script plus niche, mais qui précède la déclaration d'amour, sur les réseaux. Il y a, se mettre en photo de profil sur WhatsApp, Instagram, où du coup, ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu distingues une personne parmi les autres et tu annonces à toutes les autres: «Cette personne que j'ai choisi de mettre avec moi en avant, elle est spéciale». Alors attention, on ne dit pas que ces scripts, ils sont intrinsèquement, mais regarde-moi ce mot, ils sont intrinsèquement bons ou mauvais, juste, bah, ils sont là. De la même manière que, sur l'exemple que tu donnais avec, les cheveux longs et lisses, on dit pas que c'est mauvais d'avoir les cheveux longs et lisses. Si vous avez envie d'avoir les cheveux longs et lisses, allez-y. De la même manière, si vous avez envie de correspondre à des scripts d'amitié, allez-y. Juste, nous, on relève dans cet épisode que c'est intéressant de voir que bah, on peut en retirer des scripts qui s'appliquent à plein de situations et surtout à plein de personnes d'époques et d'âges différents. Puis je pense aussi en fait que prendre conscience de ces scripts, c'est, aussi être en mesure de se demander si on est en train de les suivre parce que soi-même on a vraiment envie de les suivre ou est-ce qu'on est en train de les suivre parce que la société nous apprend que c'est comme ça qu'on a des amis, que c'est comme ça qu'on fait l'amitié. Oui, ça, le côté un petit peu négatif de ces scripts, ça peut être donc de créer des attentes et de se comparer, en fait, de se dire: «Ah mais moi mes amitiés, elles correspondent pas à ça» ou «Moi avec mes amis, on ne fait pas ça». Est-ce que ça veut dire que du coup, on n'est pas vraiment amis ou qu'on n'est pas assez amis? C'est plus ça qu'on veut relever en brainstormant les scripts qu'autre chose. Pour continuer sur les scripts dans le lien avec, l'enfance ou l'adolescence, parce que là tu étais pas mal, autour de ça, je m'étais noté aussi, la soirée pyjama. J'adorais les Bah, soirées pyjama. Elles me évidemment! manquent énormément. La meilleure amie, on pourrait aussi parler du fait que c'est un script. Ce moment aussi où tu te maquilles, tu te prépares avant d'aller en soirée avec des amis, ça a été énormément représenté. Moi, j'ai une tendresse pour ce moment, mais c'est quand même un petit peu un script de l'amitié, tu vois? Aussi en lien avec un petit peu les amitiés fusionnelles, tu sais, il y a ce truc de, «Avec cette copine-là, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend». Après du coup, si tu comprends pas la personne, tu te dis: «Est-ce que je suis nulle?» Tu vois? Ça, parce qu'en fait, on n'est pas amis correctement. Ce côté, âme sœur, on se ressemble, on n'a pas besoin de mots. On a toujours besoin de mots! Je pense notamment à des différences de perception d'une même relation, tu vois? Où il y en a une qui va être très vocale, s'exprimer beaucoup avec des déclarations abondantes et tout, avec une audience, avec un public. Alors que, l'autre pas nécessairement et du coup, ça peut y avoir une petite, tu vois, une petite différence de rythme. Ah oui, genre si toi tu n'es pas la personne vocale, tu te dis: «Est-ce que je devrais moi aussi, verbaliser plus ce que je ressens?» Ça et puis, un petit peu des attentes aussi de se dire genre: «Waouh, en fait, elle a dit, à tout le monde, sur son mur Facebook qu'en fait, on était super copines et tout» et puis en fait, après, à la fin de l'année scolaire, la perte de contact assez classique, quoi. Si tu y as vraiment cru, tu peux être assez déçu de te dire: «Mais enfin, on était pourtant super amies. Elle avait même mis une photo de nous à tel endroit», tu vois? Parce que c'est un marqueur de proximité. Tu vas pas mettre des photos, de toi avec des gens dont tu as rien à faire. C'est vrai que ça peut aussi créer des attentes, du côté de la personne qui reçoit, toutes ces déclarations, ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, ou c'est des ou avec laquelle toi tu vas suivre volontiers ces scripts-là. Tout à fait. Je pense qu'en effet, c'est tu l'as déjà dit, c'est même pas une question de sincérité ou d'hypocrisie. Je pense que c'est vraiment, ça peut mettre en lumière des différences de perception et des différences d'attentes dans les relations qui, du coup, ben, parfois peuvent se révéler trop différentes et causer de la peine, quoi. Ouais. Le road trip aussi, Ouh, le road trip en effet! Ouais, le road trip, le le road trip comme script d'amitié, j'avoue, ouais. Puis, dans des scripts plus,
qui correspondent peut-être plus à la tranche de vie dans laquelle on est en ce moment. Alors là, il y en a pelleté. On a parlé de la work bestie, bon, qui est un script pas bien méchant. Si vous voulez nous entendre en parler un peu plus, bah, vous pouvez aller écouter l'épisode sur le travail. Merci. Il y en a un que j'affectionne un peu, c'est une petite histoire d'amour-haine. C'est personnes qui se mettent en scène, avec leur amie en étant enceintes en même temps. Ah oui, il y en a beaucoup ça je trouve sur Instagram, Il y en non? a vraiment beaucoup sur Instagram. Je sais pas si c'est seulement moi qui suis inondée, si Instagram essaye de me faire passer un message ou quoi, mais moi j'en vois vraiment beaucoup. Dire la mise en scène va parfois loin parce que tu les trouves, habillées pareil ou s'annonçant toutes les 2 en même temps, leur grossesse ou ce genre de choses quoi et vraiment l'apogée de la mise en scène là quand même, souvent. Ça et le VJF, c'est le seul contexte où c'est tolérable socialement pour des gens de notre âge d'être habillés pareil, hein. Bah, du coup, le VJF, on pourrait dire aussi qu'il fait partie des scripts de l'amitié, Absolument, être invité à des absolument! VJF, ouais, organisés. Cela dit, je trouve que dans les représentations, on voit plus le déroulé de l'EVJF que vraiment genre, les éventuelles galères. Genre on voit moins souvent la perspective de la personne qui organise et donc de tout ce que ça peut représenter pour elle. Je trouve qu'on voit plus de perspectives de, la mariée et son groupe d'amis et le déroulé de l'EVJF que vraiment une palette de nuances quand même. Oui et puis, dans le tout le déroulé un peu mariage EVJF ah bah, attends, mariage, être témoin, demander d'être la témoin, Mmh. ça aussi c'est un peu un script de l'amitié et puis, il y a le discours au mariage et donc comment est-ce qu'on performe l'amitié avec le discours de mariage? Parce qu'il y a cette idée que tu vas pas demander à n'importe quelle personne du coin de la rue d'être ta témoin et que donc du coup, cette témoin doit, doit montrer un peu entre guillemets qu'elle mérite sa place en te connaissant bien. Si j'écris un discours dans lequel, aucun des invités ne reconnaît mon amie, c'est quand même un peu bizarre, tu vois? Quelle image moi j'ai d'elle, que les autres ont aussi et en même temps, il faut quand même aussi dire des images que toi tu as et que les autres vont un peu découvrir, tu vois? Je trouve que c'est vraiment un exercice très difficile, le discours de mariage, heu, parce que enfin, il y a tellement d'attentes autour de cette pièce. Mais il y a un autre lieu commun dans les discours aussi, qui est, je pense, de plus en plus évité, mais qu'on a quand même retrouvé, de temps à autre. C'est, le coup de la menace, que la copine, elle va faire au marié, tu vois? Genre, «Et attention, on te surveille, hein», ça, je pense que ça fait un petit peu partie des scripts aussi qui sont probablement de moins en moins communs parce qu'on se rend de plus en plus compte que c'est un script, mais je pense que ça existe quand même encore, bien. Moi, je me posais juste la question aussi, en dernier lieu, si, peut-être que les scripts, ils diffèrent en fonction des sphères. A priori, j'imagine qu'en fonction des sphères dans lesquelles tu navigues, tes scripts vont être un petit peu différents ou plus ou moins importants que d'autres et je me demandais si actuellement dans les sphères militantes, il y a pas un nouveau script, qui se dessine qui est celui du village qui serait nécessaire pour éduquer des enfants. Et dans ce village, certes, il y a pas que des amis, mais moi, j'ai déjà parlé plusieurs fois, de cette attente que j'avais un petit peu personnellement quand, mes amies ont commencé à être, enceintes, de pouvoir aussi m'impliquer d'une manière ou d'une autre, dans leur, nouvelle vie, dans la parentalité et je pense que ce qu'il doit y avoir un script aussi qu'on nous vend un petit peu, tu vois? De si tu es une bonne amie, tu fais partie du village de tes amis ou tu te rends disponible pour être dans ce village, de tes amis et ouais, du coup, ben, encore une fois, on ne dit pas que c'est bon ou mauvais, mais le fait est que visiblement ça crée des attentes et puis, ça peut rejoindre aussi certaines des réflexions qu'on a eues dans l'épisode sur, le tabou de ne pas avoir, d'amis ou d'avoir peu d'amis. Je pense que ces scripts-là, ils peuvent parfois nous confronter à des moments de solitude, qui ne sont pas de la solitude choisie, quoi, vraiment de la solitude effective. Ouais, complètement, parce que ce script du village, ce qu'il dit en soi, il parle de la présence, donc d'être une amie présente. Si tu es une bonne amie, tu seras présente pour ton ami. Tu te rendras disponible pour être présente et ben, parfois, on ne peut pas, et du coup, ben, si notre amie, elle a eu des attentes qu'on soit là, bah, peut-être qu'elle sera déçue et puis nous, si on est face à ce script et qu'on peut pas venir, on peut ressentir énormément de pression et de culpabilité à ne pas pouvoir se rendre disponible. Mmh, ouais. De quelque chose qui, à la base, était quand même
plutôt positif, hein, de dire: «OK, on fait un village et puis on se rassemble et on est plusieurs» et plein de voix différentes pour entourer un enfant peuvent naître, des effets collatéraux qui, peuvent être un petit peu moins faciles à naviguer. Ouais, complètement. Et là, je pense qu'on arrive, droit dans le dernier point qu'on voulait, vraiment aborder, qui est que, bon, on a ces scripts d'un côté, qui sont pas en soi pas bien méchants, voilà, c'est des sortes de comportements qu'on adopte parfois ou qui peuvent faire partie d'une sorte de checklist. Mais parfois ces scripts, ils peuvent aller jusqu'à créer, et c'est ce que tu étais en train de dire, hein, une image qui peut être profondément ancrée parfois en nous, de ce que c'est que d'être une bonne amie, au point de devenir parfois des injonctions en fait qu'on se met à soi-même. On pourrait en discuter longtemps, hein, parce qu'elles viennent quand même parfois de l'extérieur, mais des injonctions que nous, on s'impose ou dont on a du mal à se défaire pour avoir le sentiment d'être une bonne amie. Et je pense d'ailleurs que c'est un petit peu enfin, pas nécessairement tout le temps, mais je pense que c'est un gros morceau de la racine de pourquoi est-ce qu'on performe l'amitié sur les réseaux sociaux et puis dans la vie d'une manière générale. C'est, de vouloir se rassurer en se disant: «Je suis une bonne amie et donc je suis une bonne personne», puisqu'il y a des valeurs morales qui sont associées au fait d'être ami avec des gens, d'avoir beaucoup d'amis. On en a déjà parlé justement dans notre épisode sur le tabou de ne pas avoir ou d'avoir peu d'amis et que donc du coup, si on montre que nous, on est bien entourés, qu'on a plein d'amis, ça veut dire quelque chose de nous. Tu penses que créer l'image de soi, bonne amie, genre si les gens pensent que je suis une bonne amie, alors ils vont associer ça au fait que je suis une bonne personne, c'est ce que tu dis? Je pense qu'il y a de ça, ouais. Ouais, ouais, je trouve ça intéressant. J'avais pas enfin, j'ai jamais trop pensé en ces termes, mais je suis complètement d'accord, ouais. Parce qu'il y a des valeurs, morales, qui sont associées. Ça veut dire que tu es fiable, ça veut dire en général que tu es à l'écoute, que tu es quelqu'un de sympathique, tu vois? Je me lance dans un truc, mais là, j'y pense à cause de, bah, du fait que toi et moi, en tenant ce podcast, on performe aussi, l'amitié, en fait. Dans les sphères militantes, notamment principalement féministes, aujourd'hui, l'amitié prend tout doucement de plus en plus de place. Ça devient de plus en plus un sujet et du coup, je me dis: «Ben, performer l'amitié, est-ce que c'est pas aussi se représenter parfois comme une bonne féministe?» guillemets dans les airs, au sens où moi, j'ai commencé à déconstruire l'importance du couple et du foyer, OK. J'ai compris que les amis, c'était aussi ultra important. Si, je pense qu'il y a complètement de ça. Il y a un peu un côté, «Ah toi, tu as pas encore, percuté qu'il y avait pas que le couple dans la vie? D'accord, d'accord». Je t'adore. Si je prends 2 minutes comme ça pour y réfléchir à toutes ces injonctions, heu, qui se créent pour moi autour du fait d'être une bonne amie. Je me lance dans une petite liste là, hein, je sais pas, voilà. Il y a, le fait d'être, disponible et de répondre, rapidement aux messages pour montrer que cette personne, elle compte pour moi et que je nourris cette relation. Il y a, le fait de qu'est-ce que j'ai écrit là? Pardon. Écosin, oka ah si. Être présente pour les grandes occasions, celles qui comptent pour notre ami. Il y a un truc auquel j'ai pensé aussi, c'est peut-être un petit peu plus de niche, mais je pense à ces amis qui ont une super bonne mémoire de tous les détails des histoires qu'on leur raconte, tu vois? Enfin, moi, j'ai pas du tout une bonne mémoire là-dessus et quand on me raconte des histoires, les 3 quarts du temps, j'oublie les noms, j'oublie les amis des amis, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc il faut tout me raconter, me remettre la chronologie et tout et ça me donne souvent le sentiment de pas être une très bonne amie parce que je suis même pas capable de retenir les informations que mon amie me donne. Est-ce qu'elle va croire que ça n'a pas d'importance pour moi? Ou est-ce qu'elle va croire que je ne l'écoute pas alors que vraiment j'y mets tout mon cœur? J'ai la même si, je l'ai aussi. C'est terrible, hein. Ouais. Faire des pieds et des mains pour, prendre en compte, les sensibilités de tous nos amis, ne pas les heurter quand on leur parle, d'un sujet qui peut être un peu sensible, pour elles et eux et devoir se remémorer tout ça et la manière dont on doit en parler à chaque ami et puis aussi être, présent dans les moments difficiles. Voilà, moi je pense que c'est les choses qui me travaillent plus ou moins chacune, hein, le plus. Moi, je trouve que ta liste, elle est vraiment top. Alors, il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas là, mais en tout cas, tu as vraiment bien résumé tout un tas d'injonctions. En tout cas, enfin, moi, il y a pas mal de choses, en t'écoutant, je me suis dit: «Ouais, ouais, celui-là, je l'ai. Ouais, celui-là, je l'ai aussi.
tels des petits Pokémon, que j'aurais préféré ne pas attraper. Ouais, ça pique un peu. Mais il y a pas grand-chose à faire, je trouve, enfin. Non, mais j'ai essayé de réfléchir un peu positivement à tout ça. Je voulais pas non plus être dans de l'ultra positif parce que, ben, en fait, c'est des injonctions qui sont assez pénibles. Genre, c'est des choses qui, pour moi, comptent, en fait. J'ai envie de faire tout ça pour mes amis Bah oui, moi aussi. et du coup, parfois, ben, j'ai juste le sentiment d'être une mauvaise personne parce que j'arrive pas à faire tout ça en même temps. Je me dis: «Bon, cette liste, elle montre quand même que pour moi, l'amitié, c'est important, que mes amitiés, c'est un engagement qui est profond, si j'ai envie de faire tout ça». Mais je me suis quand même dit que c'était chaud d'en arriver au point de s'épuiser par moment, parce que vraiment parfois c'est comme ça que je le ressens. Du coup, je me suis demandé si vouloir faire tout ça, c'était pas complètement irréaliste et je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'en fait, je voudrais en faire plus que ce que j'attends parfois des autres?» C'est-à-dire que moi, je n'attends pas de toutes mes amies tout le temps qu'elles fassent tout ça à la fois. Tu vois? Donc je Mmh. pense que mes amies, elles sont capables aussi de se dire que, ben, parfois, moi, je suis maladroite ou que parfois, moi, je ne suis pas présente. Parce qu'elles en ont d'autres aussi des amies chez lesquelles elles peuvent trouver ça, a priori. C'est pas évident, c'est pas hyper satisfaisant comme solution, mais voilà. Est-ce que j'obtiens tout ça tout le temps de toutes mes amies? Non. Peut-être que ça peut m'apaiser un peu de me dire ça, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire et en même temps, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on essaye de pas juger notre investissement dans nos relations vis-à-vis de ce qu'on reçoit. De dire, c'est pas, je donne autant que je reçois parce que, je pense que ça doit être 50-50, tu vois? Mais, malgré tout, je pense que tu tiens une bonne piste de remettre un peu les choses en perspective pour se mettre un peu moins de pression. Je pense en fait que la question, elle se pose en termes d'attente. Est-ce que j'attends de mes amies qu'elles me donnent tout ça tout le temps? Mmh. Non. Donc a priori, il n'y a pas ces attentes-là de la part de chacune de mes amies. Évidemment, peut-être qu'il y en a, mais dans ce cas-là, peut-être que je peux me dire qu'elles en attendent peut-être trop, tu vois? Je sais pas, peut-être qu'il y a une piste pour se défaire de sa culpabilité parce que je pense que c'est un terme important avec Oui, celle-ci. absolument. Ce qui a motivé le choix de ce sujet pour cet épisode, c'est aussi que dans les derniers mois, j'ai eu plusieurs occurrences où, j'avais en face de moi, donc pas sur les réseaux sociaux, mais vraiment genre dans la même situation de vie réelle, que moi, des personnes qui performaient l'amitié, à travers leur discours, à travers ce qu'elles racontaient d'elles, leur storytelling et il y a des moments, ça m'a vraiment laissée indifférente et puis il y a des moments où je me suis dit: «Oui, enfin bon, pour qui est-ce que tu fais cette représentation, finalement?» Parce que ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure que tu essaies de dire quelque chose de bien de toi. Alors que bon, concrètement, peut-être qu'on s'en fout. Peut-être que tu as pas besoin de faire ça auprès de nous et déjà un peu d'aigreur, on peut se l'admettre, parce que finalement, qu'est-ce que ça dérange? Est-ce que c'est mal de performer? Bah, déjà non et en plus, on le fait tous et toutes. Donc peut-être que, la question c'est pas est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien de performer, mais plus de se dire: «Quand je performe, à travers tous les scripts notamment qu'on a énoncés, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me crée des attentes qui sont pas top moumoute?» Heu et et si ça me crée des attentes qui sont pas top moumoute, bon, bah, peut-être qu'on peut réfléchir avec mes amis et puis moi aussi toute seule, à qu'est-ce que je peux changer pour adapter tout ça? Trop bien. Je sais pas, tu veux rajouter un truc? Tu veux Non, j'ai rien à rajouter. En fait, franchement, elle était trop bien ta conclusion. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.